Les chars sont difficiles à détruire, c'est tout l'argument de vente. 40 tonnes d'acier en mouvement, protégés par un blindage qui rend les balles de fusil inutiles. Propulsés par des moteurs conçus pour continuer à fonctionner même lorsque plusieurs composants importants ont déjà abandonné la partie. Malheureusement, si vous construisez quelque chose de difficile à détruire, quelqu'un se consacrera immédiatement à trouver comment le détruire quand même. De préférence de manière économique et rapide, et de préférence en grand nombre. Quand cela arrive, les équipages de chars n'attendent pas qu'une note annonce le prochain kit de mise à niveau officiel. Ils improvisent, et soudent, ils boulonnent, ils empilent et ils versent. Parce que parfois, survivre dépend moins d'une ingénierie élégante que de tout ce qui semble pouvoir arrêter une explosion si on l'attache assez vite. La plupart des gens associent les combats de chars de la Seconde Guerre mondiale à l'Europe. De vastes champs et de longues lignes de vue, avec des éclairs de bouche lointains, des duels de blindés qui se déroulent à des distances presque civilisées. Ils imaginent rarement des jungles, mais dans le théâtre du Pacifique. Les chars américains combattirent dans un terrain où la visibilité se mesurait en mètres, pas en kilomètres, et l'infanterie japonaise, souvent dépourvue de canons anti-chars lourds, s'est adaptée de la manière la plus directe possible. Si vous ne pouvez pas détruire le char à distance, approchez-vous simplement et détruisez-le de près. Des charges explosives, des grappes de grenades, des explosifs magnétiques, des soldats courant en avant, grimpant sur la coque, forçant les trappes et tentant de redécorer le compartiment de l'équipage avec des explosifs puissants depuis l'intérieur du char. C'était extrêmement désagréable. Vous ne pouvez pas tout voir ni couvrir tous les angles. Et si quelqu'un est sur votre toit avec une bombe, l'épaisseur du blindage importe alors peu. Les équipages américains ont répondu avec une solution qui ne nécessitait aucune recherche, aucun programme de test, et absolument aucune subtilité. Ils ont transformé leur char en hérisson. Des clous de 8 cm et demi, littéralement des clous de quincaillerie, étaient soudés pointe vers le haut, autour des trappes, périscopes, ventilateurs, et tout ce qui semblait accessible à l'escalade. La logique ici était d'une franchise rafraîchissante. Tu veux monter sur ce char, tu vas saigner d'abord, et ça a marché. Même les assaillants les plus motivés ont tendance à réfléchir à 2 fois, quand chaque prise est une aiguille d'acier prête à transpercer une paume. La modification causait des effets secondaires, car ces pointes ignoraient l'uniforme porté. Les équipages devaient monter et descendre avec précaution, ce qui n'est pas idéal dans un métier où la rapidité est souvent la norme. Il y avait aussi le risque qu'une grenade se coince au lieu de glisser, mais il y avait aussi un avantage. Ces pointes créaient une séparation. Et les charges creuses étaient bien plus efficaces appliquées directement sur le blindage. Les forcer à exploser à quelques centimètres de distance rend leur mauvaise journée un peu moins mauvaise pour vous. Le char avait l'air ridicule, mais il devenait aussi beaucoup plus difficile à escalader, et cela en valait la peine. Un autre casse-tête persistant dans le théâtre du Pacifique était la mine anti-char magnétique type 99. Plate, en forme de disque, remplie de TNT, entourée d'aimants, et équipée d'un détonateur à retardement court. Elle pouvait être lancée ou placée sur un char avec une perche en bambou. Une fois fixée, il ne restait que quelques secondes pour s'enfuir. Elle ne pouvait pas percer le blindage frontal d'un M4 Sherman, mais ce n'était pas nécessaire. Faire exploser les composants de la suspension, fissurer les maillons des chenilles, bloquer le train de roulement, et vous avez réussi à transformer un char redoutable en cible facile. La première contre-mesure était que les Marines appliquent du sable sur de la peinture fraîche pour rendre la surface rugueuse et empêcher l'adhérence des aimants. Ça marchait parfois, ce qui, en situation de combat, revient à dire que ce n'était pas suffisant. Les équipages de chars ont alors fixé des planches de bois sur les flancs de la coque et les éléments vulnérables du train de roulement. Les mines magnétiques touchèrent le bois et tombaient simplement. Pas d'adhérence, pas de problème de détonation. Problème réglé. En prime, le bois créait un espacement et une forme. Les charges reposent sur une géométrie très précise pour former un jet pénétrant. Lorsque vous perturbez cette géométrie, même légèrement, l'efficacité chute fortement. Le char ressemblait maintenant à une cabane mobile, mais ça fonctionnait. Cependant, avec le temps, le bois seul ne suffisait plus. Les troupes japonaises ont commencé à placer des explosifs dans les interstices. Les canons anti-chars étant toujours là, les équipages ont choisi la solution universelle, en ajouter davantage. Du béton a été coulé sur les sponsons, les plaques de glacis et les carters de transmission. Les interstices ont été comblés et les surfaces épaissies. Les chars, avec leurs excroissances grises et bosselées, ressemblaient plus à un chantier de construction qu'à des véhicules blindés. Cela avait échappé à tout contrôle face aux armes légères.
Mais contre la physique, cela n'a pas vraiment aidé. Le béton est lourd, extrêmement lourd. Les moteurs se plaignaient, les transmissions et les suspensions se plaignaient, mais personne n'écoutait. Parce que quand l'alternative c'est d'exploser, la sympathie mécanique a tendance à tomber très bas dans la liste des priorités. Les soviétiques ont aussi expérimenté le béton, mais à une échelle bien plus grande. D'énormes blocs étaient fixés au T-34. Des caissons en acier creux remplis de sable et de résine ont été testés. La protection était améliorée, mais la mobilité s'est évaporée. Certaines configurations ajoutaient plus de 13 tonnes. Chaque bloc individuel pesait plus qu'une petite voiture, et les réparations sur le terrain devenaient presque impossibles. L'idée a discrètement disparu. Il s'avère que la meilleure façon de ruiner un char moyen est de le faire peser autant qu'un char lourd. Toutes les protections improvisées n'étaient pas solides. Les ingénieurs allemands ont ajouté des jupes latérales en treillis métallique, appelées Thomas-Schützen. Elles paraissaient fragiles, économiques, et rappelaient le pillage d'une casse. Elles visaient à contrer les fusils antichars soviétiques en déstabilisant les projectiles pour les faire culbuter avant d'atteindre le blindage. Légères, remplaçables et efficaces, elles remplissaient parfaitement leur fonction. Plus tard, des treillis similaires ont servi à contrer les charges creuses. Les soviétiques ont créé leur propre modèle. Les deux camps les surnommaient des blindages de cadre de lit, car ils y ressemblaient avec un peu d'imagination. Parfois, innover sur le champ de bataille, c'est valoriser des objets de récupération. Tu sais ce qui marche aussi comme blindage? Ajouter encore plus de blindage. Un véhicule pouvait être mis hors de combat, mais cela ne voulait pas dire qu'il était hors de la bataille, ou du moins qu'il ne pouvait pas encore servir à quelque chose d'utile. Des plaques de métal issues de véhicules détruits pouvaient être soudées sur les zones vulnérables d'un véhicule en service, ajoutant une couche d'acier entre l'équipage et un obus antichar à grande vitesse lancé droit sur eux. Bien sûr, cela ajoute du poids supplémentaire à un char, mais la réduction de vitesse était considérée comme un compromis acceptable. Cette idée s'est révélée tellement efficace que l'armée l'a officialisée, et le char d'assaut M4A3E2 Jumbo est sorti de la chaîne de production avec des plaques de blindage plus épaisses. Dès le début, seules quelques centaines ont été fabriquées, mais cela montre à quel point l'improvisation des soldats sur le terrain peut influencer la politique officielle. Le blindage improvisé n'a jamais cessé. Des sections de chenilles de rechange accrochées sur les tourelles, des plaques d'acier supplémentaires soudées partout où elles pouvaient tenir, des sacs de sable empilés partout où la gravité le permettait, des rondins attachés à l'origine pour la traction, mais qui se sont révélés accidentellement utiles contre les éclats. Pendant les guerres en Irak et en Afghanistan, les véhicules américains sortaient avec ce qu'on appelait un blindage de fortune, fabriqué à partir de ferraille et de tout ce qui pouvait arrêter les balles et les éclats. Aujourd'hui, des blindages en cage et à latte entourent les véhicules modernes pour contrer les roquettes, les missiles et les drones rôdeurs omniprésents, moqués en ligne sous le nom de cage à coca. Ils perpétuent une tradition qui a au moins 100 ans. Ajouter de l'espace, ajouter de la masse, ajouter des problèmes. Pour l'adversaire, le blindage improvisé n'est pas magique. Parfois, cela sauve des vies, parfois cela aide à peine, et parfois cela casse votre suspension et fait détester votre équipage. Mais cela signifie toujours une chose, quelqu'un a vu un problème et a refusé de l'accepter. Ils ont attrapé un poste à souder et ont transformé leur char en hérisson. Ils ont boulonné du bois sur des véhicules blindés, et ils ont coulé du béton sur des moteurs qui suppliaient déjà qu'on les épargne. Parce qu'en temps de guerre, la perfection est optionnelle, la survie ne l'est pas,